La démocratie est-elle viable face au populisme? L'avènement de figures politiques dites populistes, à l'image de Donald Trump aux États-Unis, Giorgia Meloni en Italie ou Viktor Orban en Hongrie, pose une question centrale aux démocraties contemporaines. Peuvent-elles survivre à leur propre fonctionnement quand il permet l'accès au pouvoir d'acteurs qui en contestent les fondements? Le paradoxe est aussi ancien que la démocratie elle-même. À l'heure des crises sociales, économiques, climatiques et technologiques, ce questionnement retrouve une actualité brûlante. Le populisme s'enracine dans la défiance. Défiance envers les élites, envers les institutions et parfois même envers le système démocratique lui-même. Jean Werner Müller, politologue allemand, définit le populisme comme étant une vision moralement binaire de la politique opposant un peuple pur à une élite corrompue. Le populisme, en définitive, est un système politique plus qu'une idéologie. Il peut être de droite ou de gauche, autoritaire ou progressiste. Mais il partage une rhétorique commune, la valorisation du bon peuple ou des patriotes contre des traîtres de la nation. Cette défiance n'est pas apparue ex nihilo. Elle est la conséquence de décennies de frustrations accumulées, de promesses non tenues, de mondialisation non régulée et de crises successives qui ont appauvri les classes moyennes et déclassé les plus fragiles. Selon Thomas Piketty, le populisme prospère quand la démocratie échoue à réduire justement ces inégalités. En d'autres termes, c'est l'échec des gouvernements successifs à endiguer les effets dévastateurs des crises économiques ou politiques qui alimentent ce ressentiment. Le peuple, ainsi défini, ne se sent plus entendu ni protégé. La peur du changement, en particulier face à la révolution technologique actuelle aussi, accentue encore ce phénomène. L'intelligence artificielle, la numérisation massive des activités humaines, l'automatisation du travail et la dématérialisation des rapports sociaux bouleversent les repères traditionnels. Ces transformations, bien que structurellement irréversibles, sont perçues comme des menaces existentielles par une partie croissante de la population, d'autant plus que les instruments de protection sociale n'ont pas suivi le rythme. La crise actuelle résonne avec d'autres grands bouleversements historiques. Au XIXe siècle, la première révolution industrielle a déjà provoqué de puissantes tensions sociales, générant à la fois des réponses progressistes, le socialisme, le mouvement ouvrier, les soulèvements révolutionnaires par exemple de 1830, de 1848, et des dérives autoritaires, le communisme, le national-socialisme au final. Cette ambivalence des réactions populaires face à des changements perçus comme imposés d'en haut est une constance historique. Le philosophe Michel Foucault l'avait ainsi formulé: chaque société produit ses propres dispositifs de pouvoir, mais aussi ses formes de résistance. Aujourd'hui, les promesses de la modernité technologique se heurtent aussi à un ressentiment profond que les populistes captent et exploite. Il se pose en défenseur d'un monde stable, prévisible, souvent fantasmé, contre un avenir incertain et déshumanisant. La promesse d'émancipation collective portée par les démocraties libérales semble trahie pour beaucoup, là où les grands partis centrés sur le compromis ne parviennent plus à parler au peuple. Les leaders populistes offrent une grille simpliste, manichéenne, mais puissante. Ils désignent des responsables, les médias, les immigrés, Bruxelles, la finance, les intellectuels, et dans ce cadre démocratique sain, on devrait relever au contraire du débat contradictoire, et cela devient une accusation permanente, une logique illogique. En France, par exemple, ce climat de défiance a aussi nourri la progression de forces politiques populistes aux extrêmes du spectre. Le Rassemblement national, porté par Marine Le Pen, a multiplié les scores électoraux jusqu'à devenir le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. À l'opposé, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec une rhétorique anti-oligarchie et une méfiance prononcée envers les institutions républicaines, incarne une autre forme de populisme, davantage ancré à gauche. Dans les deux cas, c'est la même logique au final d'opposition au système qui structure leur discours, bien que leur projet politique soit radicalement différent. Leur essor aussi traduit le désarroi d'une large part de la population face à un centre perçu comme inefficace, voire complice des inégalités et souvent qui était aux affaires. Pour revenir au soulèvement des Trois Glorieuses de 1830, puis les révolutions européennes de 1848, elles constituent des précédents historiques où une combinaison justement de frustration sociale, de mutations économiques brutales
et de blocage institutionnel a déclenché de grands bouleversements démocratiques. Ce sont des coalitions entre bourgeoisie libérale et classe populaire qui ont fait tomber des régimes autoritaires au nom de la souveraineté populaire. Mais ces élans démocratiques ont été récupérés ou étouffés, ouvrant la voie à des régimes autoritaires ou impériaux comme le Second Empire. On voit déjà à l'époque la tension, aspiration démocratique et peur du désordre, une tension que nos sociétés modernes n'ont jamais vraiment résolue. Et le danger majeur pour la démocratie réside dans la mise à mal du pluralisme. Claude Lefort décrit ainsi la démocratie comme l'institution de l'indétermination, c'est-à-dire une structure où le pouvoir est vraiment toujours vacant, toujours disputé, jamais définitivement détenu. Or, le populisme, en affirmant qu'il représente exclusivement la volonté du peuple, nie cette vacance. Il cherche à combler un vide du pouvoir par un leadership fort, souvent charismatique, qui se présente comme l'unique incarnation de la vérité populaire. Donald Trump, avec ses déclarations contre la presse, ennemi du peuple, et ses remises en cause des résultats, par exemple, des élections, incarne une négation du dissensus, pourtant essentiel à toute démocratie. Dans son entourage gravite une nébuleuse idéologique connue sous le nom de lumière obscure, un courant technocratique élitiste promouvant un rejet assumé de la démocratie au profit d'un gouvernement rationnel dirigé par une élite compétente et souvent technologique. Ce courant, inspiré notamment par les écrits de Curtis Yarvin, gagne en influence dans certains cercles libertariens et parmi les ultra-riches de la Silicon Valley. Elon Musk ou Peter Thiel, sans nécessairement y adhérer explicitement, ont été associés à des idées proches, scepticisme envers l'État, fascination pour des modèles autocratiques efficaces et croyance en une méritocratie radicale. Ces idées renforcent une défiance encore plus aiguë envers la démocratie représentative, jugée lente, inefficace, voire même nuisible à l'innovation. En Hongrie, Viktor Orban revendique une démocratie illibérale où les contre-pouvoirs sont progressivement neutralisés. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan consent depuis 2 décennies un pouvoir présidentiel toujours plus large. L'histoire offre ici des précédents aussi glaçants. Adolf Hitler a accédé au pouvoir par les urnes en 1933. Benito Mussolini via une alliance parlementaire et une pression dans la rue. Dans les 2 cas, les institutions ont cédé face à des régimes qui s'appuyaient sur une majorité pour abolir, en fin de compte, la pluralité. La leçon est brutale. La volonté populaire, livrée à elle-même, sans garde-fou, peut ouvrir la voie au totalitarisme. Karl Popper soulignait ce danger. Il faut garantir la liberté, non pas à ceux qui veulent l'abolir. Mais la démocratie libérale peut-elle se défendre sans se renier elle-même? Toute interdiction préventive ne serait pas elle-même antidémocratique. Ce dilemme est au cœur du débat contemporain. Faut-il admettre dans le jeu démocratique des partis ou des figures politiques qui rejettent ces règles profondes? Des penseurs comme Yascha Mounk ou Francis Fukuyama ont exploré l'idée que la démocratie ne se résume pas seulement à des élections. Elle repose sur un ensemble d'institutions et de contre-pouvoirs. L'idée d'instaurer un filtre, non pas pour empêcher de voter, mais pour garantir le respect des fondamentaux, pourrait passer par une réforme des médias, une éducation civique renforcée, un encadrement strict du financement politique. Certains aussi évoquent des garde-fous constitutionnels, en Allemagne par exemple. La Cour constitutionnelle peut empêcher l'application de lois contraires à la loi fondamentale. En Espagne, l'interdiction de partis contraires à l'ordre démocratique a été appliquée dans le cadre de la lutte contre le TA. Mais ces outils doivent être menés avec une extrême précaution. Ils peuvent être aussi détournés. La tentation autoritaire peut résulter d'une peur de la démocratie elle-même. Mais, comme l'affirmait Hannah Arendt, le totalitarisme n'est jamais l'expression de la volonté populaire, mais le symptôme de sa dissolution. C'est donc bien la qualité du lien entre citoyens et institutions qu'il faut reconstruire. Cela suppose de réduire les inégalités, de restaurer une forme de justice sociale, de redonner du sens au vote et de l'engagement politique. La démocratie n'est pas un débat, mais un processus. Elle est par essence fragile, imparfaite, toujours perfectible. Le populisme, loin d'être une menace externe, est un produit de ses propres lacunes. Plutôt que de fermer la porte à ceux qui le contestent, il faudrait peut-être l'ouvrir plus grand, à condition aussi d'en définir les règles. Et comme disait Winston Churchill,
La démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Elle exige vigilance, courage, capacité permanente à se réformer face à ses propres ennemis, surtout lorsqu'ils viennent de dedans. Elle ne peut survivre que si elle accepte de se regarder en face et d'affronter lucidement ses divisions internes. Le combat pour la démocratie est moins celui contre les ennemis extérieurs que contre les renoncements intérieurs.